Bonjour tout le monde, ou rebonjour. Bon bah moi déjà je m'appelle Pierre-Yves. Je suis développeur Android et iOS, donc un peu schizophrène sur les bords à Orange. Mais alors fut un temps j'étais à Orange-Lannion, maintenant je suis à Orange-Blagnac, donc à côté de Toulouse. Voilà, je voulais chercher le soleil, j'en avais marre de la pluie. Bon après j'ai traîné pendant un moment ici dans Côte d'Armor. Donc là c'est le moment où je fais de la pub pour le DevFest du bout du monde, à Strasbourg et tout. Mais bon, ça on s'en fiche, c'est pas le moment. Et si je suis là aujourd'hui, c'est pour tester JavaPress pour le DevFest de Strasbourg et surtout pour parler de Kotlin native. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas dev Android ou dev iOS? Ouais. Tous les trois, vous faites quoi par exemple? Python, Android, Android. Ouais. Ok. Donc bah, aujourd'hui, on va parler de Kotlin native. Mais alors déjà, petit laïus sur Kotlin, histoire juste de comprendre un peu comment c'est fait. Pour ceux qui ne savaient pas, Kotlin, c'est l'île qui est là. Voilà, c'est l'île de Kotlin. Et au cas où vous ne sauriez pas lire le russe, là, c'est Saint-Pétersbourg. Et vous allez me dire quel rapport avec la choucroute. En fait, Kotlin, ça a été fait par JetBrains, et notamment par l'équipe qui est à Saint-Pétersbourg. Et pour nommer leur langage, ils ont regardé par la fenêtre et il y avait l'île de Kotlin, donc ils l'ont appelé comme ça. Voilà. Heureusement que ça s'appelait pas choucroute, parce que sinon ça aurait été un peu naze comme nom. L'avantage de Kotlin, c'est que ça mélange deux paradigmes, l'objet et le fonctionnel. Il y a du typage statique et du typage inféré, donc ça fait un truc qui est assez sympa, assez élégant. Voilà, c'est open source, c'est sous licence Apache 2. Là, à Lannion, on a quelqu'un qui contribue au moteur fonctionnel pour le compilateur Kotlin de JetBrains. Donc il y a des contribs. Et surtout, c'est compilable pour des machines virtuelles Java et JavaScript. Et on peut aussi le compiler pour du C ou de l'Objective-C. Et c'est avec tout ça, en fait, justement, qu'on va pouvoir avoir Kotlin. Généralement, Kotlin, on en parle parce qu'on souvent, quand on parle de Kotlin, on voit ça, Java contre Kotlin, parce qu'avant le 17 mai 2017, côté Android, c'était officiellement que du Java, quoi, point barre. Donc bon, je vais pas refaire le match, mais grammaire verbeuse, syntaxe lourde, bon, ça fonctionnait, mais c'était assez velu. Sauf qu'à la Google I.O. de 2017, Kotlin a été annoncé comme le second langage officiel pour Android, si je ne me trompe pas, ou même dans les faits maintenant, c'est devenu le premier. Et donc du coup, on a une grammaire voilà, qui est plus légère, une syntaxe plus sympa, c'est moins verbeux, il y a du fonctionnel, il y a des closures, il y a des lambdas, il y a du typage qui est inféré, enfin, on a un truc quand même un peu plus chouette. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on peut utiliser du code Kotlin ailleurs que dans des projets Android? Bon, chez JetBrains, ils se sont même posé une question plus large que ça. C'est est-ce qu'il y a moyen d'utiliser Kotlin ailleurs que sur Android et ailleurs que sur des plateformes où on a des VM Java? C'est pour ça qu'en fait, ils ont lancé leur projet Kotlin Native. Alors en fait, si on regarde dans la littérature, on voit surtout Kotlin multiplateforme. C'est un peu le nom marketing, le mot valise, qui va embarquer derrière trois technos, Kotlin JVM, je crois, Kotlin JS, qui va transpiler du Kotlin en JavaScript, et Kotlin Native, qu'on va creuser aujourd'hui. Même si dans les faits, la techno qui est souvent la plus en vogue, c'est elle. Attention, les yeux, ça pique. Donc, Kotlin Native, c'est quoi? C'est une techno pour compiler du code Kotlin dans des binaires natifs où on va exécuter ces binaires dans des environnements où il n'y a pas de machine virtuelle, où on ne peut pas en avoir. Un peu plus techniquement, c'est vous prenez le compilateur Kotlin, vous rajoutez à ce compilateur LLVM, je ne sais plus du tout ce qu'il veut dire, j'oublie sans arrêt, et vous rajoutez en plus les libs standards Kotlin qui ont été réimplémentés en natif. Quand je dis natif ici, c'est pas au sens web vs natif, donc en gros du HTML versus je sais pas, Kotlin ou Swift. C'est natif vraiment dans le sens code binaire prêt à être exécuté par le SOC ou le Proco. Du coup, trop d'écran là.
Kotlin Native, ça n'a pas pour vocation à remplacer déjà tous les frameworks legacy. Donc en gros, pour iOS, ça va pas remplacer Foundation, UIKit, tous les trucs Apple. Côté Android, on va retrouver nos petits avec les Android X, on va retrouver nos patterns actuels. C'est surtout en fait un projet qui va permettre de mutualiser, de partager du code entre différentes plateformes. Si on devait résumer en une phrase, en un mantra, ce serait Code Common, Respect the Platform. Si je prends Flutter et React, c'est Code Once, Run Everywhere. On a un seul code avec les petites GUI qui vont bien, on a un binaire qu'on exécute, on produit le bon binaire qui va bien pour la plateforme. Et puis voilà, on écrit son app entièrement avec Flutter ou React, si je ne me trompe pas. Avec Kotlin Native, c'est différent. On va partager du code et on va se débrouiller pour respecter la plateforme, à savoir, on ne va pas essayer de réinventer la roue ou de remplacer des composants que l'OS gère très bien. Ouais, j'ai oublié de vous dire, si vous avez des questions, il ne faut surtout pas hésiter à m'interrompre. Pour les targets, alors pour les plateformes cibles, en fait, qu'est-ce qui peut être ciblé par Kotlin Native? C'est énormément de plateformes et généralement c'est toutes celles où on ne peut pas, on ne veut pas avoir de machine virtuelle Java pour des questions de coût mémoire, parce que ça pourrait bouffer trop de batterie, parce qu'il y a des contraintes de sécurité X ou Y. Ce qui fait que en termes de target, avec Kotlin Native, on peut compiler du code Kotlin pour tout ça. Que ce soit du TV OS, iOS, macOS, watchOS, alors iPadOS aussi, mais ça a été annoncé après que Kotlin Native soit sorti, donc c'est confondu avec iOS. On a de l'Android, du Linux, du Raspberry, on peut aussi faire des exécutables pour Windows, pour du WebAssembly, et aussi directement pour le processeur, avec 3 archis au choix, du x86, du MIPS et de l'ARM. Ce qui fait quand même un paquet de cibles pour lesquelles on va pouvoir compiler du code Kotlin. Alors, sous le capot, comment que ça se passe? Ah, pardon, ça c'était moi. T'as eu peur, hein? Ouais, c'est technologie Apple, c'est pas fiable, c'est pour ça. Du coup, on va avoir 3 parties. On va avoir le code Kotlin, ici à gauche. On va avoir du coup nos targets, donc que je viens d'expliquer tout à l'heure. Et le plus important, c'est ça, c'est ce qu'on appelle les plateformes libs. On retrouve par exemple toutes les libs POSIX, les frameworks Apple, style UIKit, AppleKit, etc. Toute l'API Win32, W3C DOM. Et ces libs-là, c'est elles qui ont été réimplémentées nativement. Donc par exemple, on a les libs Apple Framework, plutôt que de savoir à s'embêter avec l'Objective-C ou autre, il y a des implémentations natives, et c'est elles qui vont nous permettre d'avoir notre code Kotlin qui va interagir avec la plateforme. Alors par exemple, si je fais un programme Kotlin, on va dire vraiment une machine à état toute bête pour faire une calculatrice, mon programme Kotlin, il va recevoir, je vais l'envoyer je sais pas moi, 2 opérants d'un opérateur. On n'a pas besoin de ces libs-là pour faire ce programme Kotlin, il est simple en soi. Par contre, si je veux faire un programme Kotlin qui va taper un web service, je vais être obligé de passer par les API des plateformes. Par exemple, il faut que mon code Kotlin soit capable de passer par les NSURL Session côté Apple ou de taper curl, par exemple, côté POSIX pour envoyer des commandes sous Linux. Ces plateformes-là, en fait, c'est elles qui vont nous permettre d'avoir un code Kotlin qu'on va commencer à pouvoir partager selon les plateformes et qui va appeler les bonnes primitives qui vont bien. Alors, à la compilation, qu'est-ce qu'on a? On a 2 parties. On a ce qu'on appelle le front-end et le back-end du compilateur. Alors, c'est pas du tout front et back au sens web. C'est surtout que on a vraiment 2 parties distinctes. La partie front-end va traiter vraiment le code Kotlin pour en produire quelque chose d'intermédiaire. La partie back-end, c'est elle qui va sortir le binaire qui est bien selon la plateforme.
Dit autrement, si je veux builder pour du macOS, il faut que mon back-end soit compatible macOS. Spoiler, il va falloir forcément qu'on ait un MacBook. Pour du Windows, je crois que c'est à peu près la même problématique. Mais ce compilateur-là a deux facettes qu'on retrouve ici. Donc, pour la partie front-end, ma chaîne de compilation Kotlin native va prendre le code Kotlin et va convertir avec le compilateur Conan en code, ce qu'on appelle en code intermédiaire, du code IR, pour Intermediate Representation. Le code IR, en fait, c'est totalement normalisé, c'est totalement formé. Enfin, c'est formaté. Bref, il y a des ordres. Et si vous voulez, par exemple, faire votre propre langage de programmation maison qui peut taper sur n'importe quelle plateforme, bah, vous faites votre compilateur, vous vous débrouillez juste pour que ça compile du code intermédiaire, et LLVM va prendre ce code-là, le nettoyer, le dévirtualiser, dégager tout ce qui a rapport avec un environnement VM type Java, et va produire le binaire. Généralement, c'est à cette étape-là qu'on va savoir si on a un petit peu gaffé dans notre code ou pas. Alors, si je regarde un peu en détail, là, j'ai un code Kotlin, tout simple. Ce code Kotlin, en fait, c'est une data class, vraiment basique, qui modélise un programme de télé. Bon, c'est pas vraiment transcendant, mais on a un identifiant, le titre du programme de télé, une date de diffusion, on a une durée, un genre, un résumé. Bon, voilà, c'est un exemple vraiment simple. En passant par la chaîne de compilation, on va avoir du code intermédiaire qui est assez affreux et indigeste et qui ressemble à ça. Là, c'est vraiment un tout petit extrait, parce que si je prends cette classe-là, j'avais mis un petit main qui instancie un objet, par exemple. Le code IR, ça fait 17 000 lignes. En gros, c'est aussi verbeux que l'assembleur. Bon, après, dans les faits, c'est pas ce qui nous inquiète, mais on va retrouver différentes choses. Par exemple, la déclaration des attributs. On va retrouver un peu d'initialisation. Et ce code-là va être envoyé à la partie plutôt back-end du compilateur pour les différentes plateformes. Alors, par exemple, si je veux compiler pour du WebAssembly, la ligne de commande, elle est vraiment toute simple. On appelle le compilateur Kotlin native. En target, on lui dit du WebAssembly en 32 bits. Je lui passe mon programme Kotlin et il va me produire deux fichiers, le WASM et le WASM.js. Le WASM, c'est vraiment fichier WebAssembly binaire, tout ce qu'il y a de plus simple. Et le WASM.js, il va nous servir un petit peu de wrapper. C'est lui qui va faire l'interface entre votre code métier JS et la partie vraiment binaire WASM. Côté Android, on peut prendre le code Kotlin native et le compiler en lib.so. Comme si on avait une lib C, C++ qu'on embarquait dans un projet qu'on appelait avec le NDK, le Native Development Kit. Bon, on peut avoir une lib Kotlin qu'on embarque de cette façon. Personnellement, je ne comprends pas spécialement l'intérêt de faire ça, parce que vu qu'Android c'est du Kotlin, on peut utiliser directement les classes Kotlin. Mais ça, on le verra après, parce que vu qu'on va passer un moment par Gradle, on peut jouer avec des différents source sets, et finalement, on ne va pas compiler du code Kotlin dans une libso pour Android, quoi. Et si on veut compiler pour les autres plateformes, avec les arguments qui vont bien, généralement, c'est un cas exe. Donc, je peux faire un exécutable pour iOS. Clairement, l'intérêt, je ne comprends pas, mais on peut compiler pour iOS. Je ne sais pas vraiment comment on pourra s'en servir par la suite. Pour macOS, ça va, c'est un programme qu'on peut facilement appeler en ligne de commande. Pour Linux, Raspberry, Windows, on a toujours la même chose. C'est un binaire au format KEXE. Ça, c'est une façon de faire. En gros, on peut faire un programme Kotlin vraiment standalone avec son main qui prend des paramètres en entrée, qui fait quelque chose. Généralement, on produit un KEXE. Mais ce n'est pas le cas le plus intéressant. Parce qu'on peut s'y prendre un petit peu autrement. Est-ce que ça va pour l'instant? Ouais. Donc, le cas d'exemple que je vais vous montrer là, c'est à la fois un cas qui illustre Kotlin native et c'est aussi un retour d'expérience.
C'est, compiler du code Kotlin dans un binaire, c'est très bien, mais si on veut, dans une app mobile, mutualiser du code, avoir un exécutable sous forme binaire, c'est pas ce qui va vraiment nous intéresser. Enfin, on veut pas spécialement d'exécutable. Donc le cas d'usage ici, c'est j'ai une app iOS qui était écrite entièrement en Swift. Il n'y a que dalle en Kotlin dedans. Cette appli-là va me lister des chaînes de télévision. Je clique sur une chaîne de télévision, on a la liste des programmes. Je clique sur le programme, on a des détails. Voilà, je pourrais vous la montrer après sur mon téléphone. Et ce que j'ai fait, c'est tout le data model de cette app qui est en Swift, j'ai retiré et je l'ai remplacé par un data model Kotlin pour modéliser justement toutes mes structures de données. Forcément avec Xcode, on va pouvoir mettre du Kotlin comme ça, donc du coup, on va passer par Kotlin native. Alors, un mot vite fait sur les source sets. Le cas d'exemple que j'ai, il est simple, donc on ne va pas trop entrer dans ces détails-là. Vous verrez, parce que j'ai mis des références à la fin, il y a des boîtes qui ont vraiment creusé le truc. Dans votre source set, en fait, vous définir un projet avec IntelliJ ou Android Studio, avec, par exemple, vos libs, à vous, voilà, et surtout le fameux dossier source. Et vous pouvez définir un source set common avec vos classes, vos data classes, vos modèles de données, votre logique métier. Mais dans votre logique métier, vous dites ah ouais, mais va falloir à un moment que je tape un web service. Sauf que il n'y a pas d'API qui fonctionne à la fois pour Android et à la fois par iOS. Donc ce qui se passe, c'est que dans le source set common, on peut, un peu comme si on avait des méthodes ou des classes abstraites en Java, en Kotlin, en Swift, whatever, on peut définir, voilà, j'ai ma classe que je déclare mais je ne la définis pas, il n'y a que la signature. Je lui mets le mot-clé expect, et je lui dis bon voilà, moi mon code, je vais appeler ça. Et dans les source sets dédiés à vos plateformes, donc Android, iOS, WASM, JS, ce que vous voulez, vous allez implémenter cette fonction avec les keywords actuels, ce qui fait que finalement, votre logique métier, vous pouvez tout mettre dans un seul source set common, et les petits trucs qui dépendent des plateformes, style je vais accéder à la persistance, j'en sais rien, moi je vais envoyer un SMS, je veux taper un web service, vous pouvez les définir dans les source sets de vos plateformes. Bon. Exactement comme si vous avez vraiment de l'abstraction avec une méthode, une interface, vous avez une méthode à définir. Bon, c'est à peu près la même chose. Alors, on va revenir à notre cas d'usage. Qu'est-ce qu'on a? Côté Kotlin native, j'ai pris IntelliJ. Je pourrais prendre Android Studio d'un point de vue IDE. Je ne suis pas très fan de déplacer une topinière avec un bulldozer. Donc du coup, Android Studio, c'est pas... Il y a des exemples, ça marche, mais je me dis, bon, c'est un peu surdimensionné. On va prendre IntelliJ, et c'est avec ça qu'on va coder notre logique métier Kotlin, et surtout qu'on va pouvoir utiliser Gradle, qui peut être sympa au début, mais un cauchemar après. Voilà. Les projets Gradle, ça peut vite être le foutoir. Et dans notre build.gradle, on va avoir l'ajout d'un plugin, Kotlin multiplateforme, voilà, avec les références vers les repos classiques. Et on va avoir des appels de fonctions, ici, où on va dire, moi, dans mon cas, je veux créer une librairie Kotlin pour des iPhones, par exemple, ou des iPads. En gros, des trucs iOS. Donc, je vais appeler ma fonction iOS ARM64, qui est une fonction définie dans la lib. Je vais lui donner le petit nom de native, mais j'aurais pu l'appeler n'importe comment, genre iPhone, genre patate, ce qu'on veut. Et surtout, je vais dire, au travers de Gradle, tu vas me faire un framework Xcode qu'on va appeler totalement contre-intuitivement Sono rallonge, tvproc, Kotlin native, POC. J'avais vraiment aucune idée. Bon, c'est pas ça le plus important. Mais c'est vraiment Gradle qui va nous éviter de passer par la ligne de commande pour compiler nous-mêmes et qui va dire, bon voilà, je vais prendre tes sources, tu m'as demandé un binaire au format framework Xcode, tiens, je vais te le builder. Et à la fin, on a ça. On a dans le dossier de build le framework Xcode qu'on connaît côté iOS, donc avec le binaire, parce qu'on embarque une librairie. Et comme c'est du code natif, au même titre que du C ou du C++, on va devoir jouer avec le .h.
Et tout ça, enfin, ce framework-là, ce dossier.framework, on le référence dans Xcode en 2 clics, et avec cette chaîne-là, on a du code Kotlin qu'on compile, ça met à jour la dépendance, et Xcode, bah, lui, il voit le truc à jour. En soi, l'intégration, elle se fait simple. Elle est assez simple, elle est assez intuitive. En plus, pour le peu de doc qu'il y a dans Kotlin Native, ça, c'est assez bien documenté. Donc c'est assez chouette. Alors, le point H. Le point H, ce qu'il faut savoir, c'est que, admettons, j'ai un projet Kotlin que j'ai embarqué partout, avec plein de classes, etc. La chaîne de compilation va me générer un fichier .h pour l'ensemble du framework, ce qui fait que ça peut donner un fichier assez gros, et c'est surtout lui qui va faire l'interface entre le code de notre plateforme, donc mon code Windows, mon code iOS, mon code JS, et le code Kotlin. Sans ce fichier-là, mon code hôte sera incapable d'appeler ma librairie, parce que il ne connaît pas les déclarations, des méthodes ou des objets. Alors, on va regarder en détail. Alors, si vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me le dire, parce que pour illustrer les limites, je compare à chaque fois ce qu'on a en Kotlin et ce qu'on récupère en Swift. Ça illustre justement les limites un peu du truc. Bon, en Kotlin, on va avoir une méthode statique pour une raison quelconque, sauf qu'il n'y a pas vraiment de statique en Kotlin, si je suis toujours à jour. Donc on va faire un objet compagnon de la classe kt URL. Alors, pour l'exemple, toutes mes classes Kotlin, je les préfixe par kt. Comme ça, dans le code Swift, on va voir vraiment ce qu'on instancie. Je définis une fonction isURL of logo suitable. En gros, cette fonction-là, elle prend une URL, elle passe par une regex, true, l'URL est bien formée, false, l'URL l'est pas. Bon. Je vais passer par la moulinette. Qu'est-ce que j'ai dans mon point H? J'ai ma classe URL. Bon, en soi, c'est une classe qu'on casse tout de suite. Et je vais avoir une deuxième classe qui va être définie, la classe compagnon qui va être une classe interne à URL, avec ma petite méthode, qui est une méthode d'instance, qui est ici. Ce qui veut dire que dans le code Swift, j'appelle ma classe, je crée un objet compagnon et j'appelle une méthode d'instance. Bon, j'ai pas statique. En Swift, on a vraiment un mot-clé statique comme en Java. Là, la conversion, ça fait le job, mais c'est pas ce qu'on attend. Voilà, ça c'est du code Swift. J'appelle mon objet Kotlin. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans Xcode, je lui dis tu vas chercher la dépendance là. Lui, il voit ça exactement comme une dépendance classique, ce qu'on a dans iOS. Alors, j'ai pas mis l'import, je devrais faire un import tvprog Kotlin native POC. Bon, mais voilà. Ça se fait quand même assez simplement. Là, je manipule des objets comme si c'était des objets Swift. Je m'en fiche un petit peu de leur implémentation. Si je... Dis donc. C'est la faute à Apple. Si je regarde du côté des interfaces et des protocoles, alors voilà, je vais arrêter de me mettre en mode édition parce que sinon Pierre va faire une syncope. On veut pas? Non, bon. Tant pis. Ça, c'est une classe, une interface Kotlin toute simple qui déclare différentes méthodes pour faire des logs. Voilà. Parce qu'après, comme ça, on passe par log4j, on passe par ce qu'on veut. Bon. C'est une interface, somme toute, assez classique. Dans mon point H qui est généré, je retrouve les mêmes méthodes. Voilà. On passe par les types Objective-C. Donc des strings, c'est des pointeurs de NSString. Bon, il n'y a rien de bien foufou. Et côté Swift, je crée ma classe myLogger. Je lui dis, tu hérites de l'interface Loggerable. On appelle ça un protocole en Swift. Mais assez naturellement, je dis, écoute, tu me prends ce protocole-là, pouf, et j'ai mes méthodes. Le problème, en fait, est à ce niveau-là, ici, c'est que on doit passer en Swift par une classe. Alors, en Kotlin, on n'a que des classes. On n'a que des objets, c'est que du type classe. Si je ne me trompe pas. En Swift, on a deux types de données, on a les classes et les structs. Les classes, c'est vraiment comme une classe qu'on retrouve un peu partout ailleurs. C'est mutable et c'est du passage par référence. Les Swift, c'est immutable et c'est du passage par copie. Ce qui fait qu'on aime bien utiliser les Swift parce qu'on sait qu'il n'y a pas trop d'effet de bord, qu'on ne va pas se taper un pointeur qui est devenu nul à un moment.
c'est un truc quand même assez safe et on sait que généralement c'est assez pérenne. On n'a pas spécialement à chaque fois de passer les objets par référence. Sauf que dans mon code Swift, si je lui dis j'ai une structure un peu comme on sait en fait, mais mieux, c'est une structure logger, je lui dis tu hérites du protocole loggerable, il va me dire non, ça passe pas. T'es gentil, mais le protocole, t'es obligé de le faire implémenter par une classe Swift. Dit autrement, potentiellement, si vous l'intégrez Kotlin Native dans des projets iOS et que vous avez beaucoup de structs et beaucoup d'interfaces Kotlin, il va falloir faire du refactoring. Parce que d'un coup, vous dépassez par des objets mutables qu'on utilise par référence. Et j'espère que vos tests de non-régression sont bons, quoi. Parce qu'on peut avoir des effets de bord qui commencent à arriver. Bon. Alors, on va regarder les énumes. Donc j'ai fait une énum un peu velue en Kotlin. Ça représente les classifications du CSA pour les programmes télé. Donc pour tout public, déconseillé au moins de 10 ans, interdit au moins de 12, au moins de 16, au moins de 18. Avec une petite fonction, voilà, bon. Et un companion object pour dire, voilà, j'ai un int et je le convertis en valeur d'énum. Cette enum-là, on voit que la convention, c'est du screaming snake case, voilà, tout en majuscule avec les underscores. Bon, parce que c'est la norme Kotlin. Dans mon point H, qu'est-ce qu'on a? On retrouve ma classe CSA level et on retrouve tout le polymorphisme objet là-dedans. Donc par exemple, mon CSA level, c'est une enum Kotlin. Mon Kotlin enum, il est redéfini plus haut. C'est un Kotlin base qui est comparable. Et on va retrouver les éléments de notre enum ici. Et ce qui est élégant, c'est que c'est devenu du camel case. Ça veut dire que dans mon code Swift, il n'y a rien de pire d'avoir plusieurs conventions de codage en même temps dans un seul programme. Enfin, c'est toujours chiant d'avoir des variables nommées d'une sorte et après des variables nommées d'une autre sorte. Enfin, c'est pas raccord. Là, ça respecte la convention Swift. Le compilateur voit les objets, il fait paf, je dégage la convention Kotlin, ça reste la convention Kotlin, et je mets en Swift. Et je manipule mes enums aussi à peu près simplement que si c'était les enums Swift côté iOS classique, quoi. Sinon, décidément, sinon tout ce qui est objet côté Kotlin et classe et struct Swift, moi j'ai pas spécialement grand chose à dire dessus. J'ai même vraiment rien à dire dessus, ou alors j'ai tout oublié. Si ce n'est que oui, dans le fichier .h, on retrouve, comme montré tout à l'heure, les différents attributs de ma classe. On retrouve un petit peu plus haut tout ce qui est initialisation de l'objet, voilà. Et ça, c'est un code Swift. Je crée une variable Swift. Donc let, c'est l'équivalent du duval Kotlin, quoi. C'est un objet qui n'est pas mutable. Et j'instancie mon objet Kotlin comme ça. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose de simple. C'est mon code Swift. Boum, je crée mon objet Kotlin. Il n'y a aucun problème. Une limite, c'est qu'on est obligé de nommer les paramètres. On est obligé de nommer les paramètres parce qu'en Swift, on peut donner des noms externes aux paramètres d'une fonction et utiliser un nom interne dans notre fonction. On peut choisir de ne pas les nommer. Là, si je ramène du code Kotlin côté Swift, on sera obligé de tout nommer. Bon, ça fait une petite lourdeur. Bon. Mais ça rend le code assez concis quand même. On peut même creuser le truc encore plus loin avec les types génériques. Décidément, c'est mardi pour le projecteur. Alors, je vais prendre une classe channel, style une chaîne de télévision. Bon, ma chaîne de télévision, qu'est-ce qu'elle a? Elle a une liste de programmes de télé. J'ajoute un nouveau programme de télé. Bon, un petit flag pour dire si c'est ma chaîne préférée ou pas. Et je passe par un type paramétré T, où je dis, bon, c'est un type qui représente mon programme de télé. Je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est comme type, mais après tout, je m'en fiche. Comme ça, dans ma liste de programmes, c'est une liste d'objets T. Voilà. Quand j'ajoute un nouveau programme, j'ajoute un objet de type T. Je ne sais pas ce que je manipule. Voilà, c'est un type générique. Dans mon code Swift, dans mon point H, pardon, mon type T, les génériques, ça ne va pas spécialement bien se passer. On va vraiment les dégager et les remplacer par autre chose. Ce qui fait que dans mon code Swift, finalement, j'ai plus de générique. Voilà.
Là, par exemple, j'ai créé un objet de channel, j'ai pas de générique. Et quand j'ajoute un nouveau programme, ce qu'il attend en type de mon paramètre, c'est un any optional. En gros, en Kotlin, c'est un... J'ai encore oublié. Hein? C'est la même chose? Pour une fois, ils ont pris les mêmes noms. Entre les deux. Ah, bref, c'est un objet qui peut être nul. Bon. Donc en soi, il faudra faire attention, parce qu'on a moins de générique. Bon, alors si dans mon générique de ma classe channel, je dis, bon, j'ai un type T, mais je lui dis, bah, ce type T-là, je veux que ce soit un truc qui a l'interface footprintable. Bon. Donc pareil, j'ajoute un programme de type T, j'ai une liste d'objets de type T, je mets juste une condition là-haut. Bah, si je passe dans mon point H, bah, finalement le type T, il n'y a pas de générique, mais c'est remplacé par mon footprintable. Dans mon code Kotlin, Swift, pardon, qu'est-ce que j'ai? Bah, j'installe aussi mon objet, et il va me dire, ah bah non, tout à l'heure, tu as dit que tu avais un type générique, machin, je gère mal ça, mais je sais que tu as mis une condition, je veux que tu me donnes un footprintable. Bon. Ce qui fait qu'on retrouve un peu la même logique. Alors si on est encore plus furieux côté Kotlin, si je mets deux conditions sur mon type, donc par exemple, je veux que mon type T, ce soit un loggerable et ensuite un footprintable, bon, bah, je donne deux interfaces, deux contraintes. Merci. Voilà. Qu'est-ce qui se passe dans mon point H? Là, le compilateur, il ne va pas prendre la tête, il voit qu'il y a plusieurs contraintes, il va prendre la première. Donc si vous avez une logique métier avec des génériques assez velus sur plusieurs conditions sur le type générique, vous allez vous retrouver à vous dire, ah oui, mais non, mais dans mon code Swift, je vais avoir que la première condition, je ne pourrai pas en avoir deux. Donc il faudra faire attention à la conception de votre code. Alors, l'autre chose à savoir pour clôturer les génériques, en Swift, un peu comme au Kotlin, mais c'est plus furieux côté iOS, on adore faire de la composition. On prend une classe de l'API standard ou une classe à nous, on fait des extensions pour ajouter les méthodes qui vont bien. C'est énormément utilisé pour ça. C'est pour ça qu'on a bien les structs aussi, ce qu'on compose à tout va. Si vous avez une classe Swift qui est générique elle-même, et que vous voulez lui mettre une interface Kotlin, au travers d'une extension, en gros, le compilateur va vous dire t'es sympa, mais t'arrêtes tout de suite, ça ne marchera pas. Alors, la seule solution, c'est que votre classe Swift qui est générique, si vous lui mettez un protocole, il faudra le mettre directement dans la signature. Donc classe, ma classe, KT footprintable. Ça veut dire derrière que si vous aimez bien enrichir l'API standard, enfin des classes de l'API standard Swift, enfin iOS, pardon, avec des extensions, bah là vous ne pourrez pas. Parce que du coup, le compilateur vous dit non, t'es sympa, le protocole, tu me le mets dans la signature de ta classe. Si c'est de l'API standard ou d'une lib qui n'est pas à vous, vous ne pourrez pas, vous n'avez pas la main dessus, quoi. Voilà, c'est une petite limitation. Alors, on va regarder du côté des exceptions, et c'est là que ça montre, pour moi, à mon sens, le problème principal de Kotlin native. Mais je prends une classe Kotlin, bas d'argument exception. Voilà. Bon, j'ai un peu réinventé la roue, mais c'est pas grave. Qui hérite de exceptions. Bon, c'est une exception en une ligne. Voilà, c'est chouette. Bon, dans mon point H, qu'est-ce que j'ai? Alors, ma classe bas d'argument exception, je l'avais définie dans la classe KTChannel. Bon, il y a un peu de naming, mais qui va être changé ici côté iOS, donc ça c'est plutôt cool. Ça hérite de exception ça hérite de throwable. Bon, on va se dire, voilà, j'ai une exception en Kotlin, pourquoi j'ai pas la même en Swift? Côté Swift, c'est un peu la cata, car si une exception est envoyée par un code Kotlin et qui débaroule dans votre code Swift, au mieux, votre code va vous dire que ça a pété quelque part, et c'est tout. Le code va vous dire, il y a une exception. Je suis d'accord, quoi? Je ne sais pas. Est-ce que tu peux me donner la stack trace, le message? Non. Mais qu'est-ce qui a pété comme exception? Parce que j'ai plusieurs lignes de code qui peuvent en renvoyer plusieurs? Je ne sais pas. Le problème, c'est que les mécanismes d'exception qu'on a en Kotlin
sont très différentes de ce qu'on a côté iOS. Donc, vous allez avoir un do catch Swift, donc comme un peu le try catch Kotlin. Vous dites, bon, j'appelle ma fonction remove program, je sais que ça va péter à ce niveau-là. Si ça pète, j'atterris dans ce bloc-là, je suis infoutu de savoir, de récupérer déjà mon exception, de savoir quel type c'est, et de récupérer des infos. Voilà. Dans le meilleur des cas, le code Swift va vous dire, ça a pété là, tu te débrouilles. Dans le pire des cas, qu'est-ce qui se passe? Déjà, le code Kotlin, comme une exception qui pète et qui est attrapable en Swift, c'est valable uniquement si dans votre code Kotlin, vous avez mis la petite annotation throws. En Java, il faut tout le temps les mettre. Kotlin, on peut un peu s'en passer, mais bon, dans votre code Kotlin, vous mettez add throws et ça envoie l'exception. Si vous oubliez ça, si vous avez zappé totalement de mettre l'annotation, l'exception va partir côté Kotlin. Vous pensez que vous allez l'attraper dans votre code Swift. Non, c'est directement un sig abort qui est envoyé à l'app. Donc c'est une exception qui fait tomber votre app en entier. Avec un joli message d'erreur façon stack trace Java qui vous dit on propage l'exception de Kotlin à Swift en tant qu'erreur si il y a du throws qui est mis. Au moins ça pète, bon, vous savez pourquoi. Et ça, c'est uniquement dans le cas où vos exceptions que vous utilisez côté Kotlin, ça hérite pas de Kotlin error et c'est pas des runtime exceptions. Autant dire, il y en a quand même un sacré paquet. Dans le cas où vous envoyez une Kotlin error ou une runtime exception, ça part du code Kotlin et ça passe totalement sous le radar côté Swift. Rien, pas de sig abort, ça passe pas dans un catch, au mieux des logs, mais vous ne voyez strictement rien passer. Voilà. Et enfin, les types de données. Alors, comment on peut s'y retrouver? Bon, là, ça va parce que Kotlin et Swift, c'est des langages qui se ressemblent vachement. J'ai un int Kotlin. Alors, côté Swift, je ne vais pas avoir un int, je vais avoir un wrapper Kotlin int. Bon, on peut retrouver les structures de données. Donc, si j'ai un set en Kotlin, j'ai un set en Swift. Une liste d'un côté, un array de l'autre. Une mutable list, un ns mutable array. Bon, c'est plutôt cool. Sauf que, comme ce n'est pas les mêmes langages, ce n'est pas nécessairement la même taille mémoire des types. Ce qui veut dire que je prends ma classe kt_channel, ma chaîne de télé en Kotlin, avec un nom, une URL, et, un ranking, avec un ID de type int. Moi, dans code Swift, j'ai une variable égale à 10. Int, et je crée mon objet Kotlin, je lui passe ma variable, on dit ça va, c'est un int, je lui passe un int. Qu'est-ce qui va embêter? Vous allez avoir la compile, une petite erreur qui va vous dire non, le type int que tu m'envoies là, c'est pas un int 32. Parce que tout à l'heure, je vous ai montré que le int Kotlin, côté Swift, ça va pas être vu comme un int Swift, mais un Kotlin int. Donc il va vous dire, t'es sympa, tu me castes. Dans ce cas-là, tu me fais un cast de int 32. Ce qui veut dire que non seulement, si vous créez des objets Kotlin, il va falloir nommer tous les paramètres, ce qui peut avoir une syntaxe un peu lourde, et c'est surtout qu'il va falloir penser à faire du cast, parce que sinon ça ne compilera pas. Voilà. Alors, vous allez me dire, ok, d'accord, et la chute de l'histoire, c'est quoi? Avec Kotlin Native, vous pouvez, comme je viens de vous montrer, prendre du code Kotlin, en faire une dépendance et mettre dans une app iOS, une app Android. Alors, côté Android, comme on a Gradle, on peut faire un source set Android et juste ne pas compiler ça pour Android, quoi. On peut aussi avoir des programmes entiers qui embarquent un main, ce qui est notamment le cas pour WebAssembly ou Windows. Les plateformes libres, celles qui vont nous aider, j'ai un exemple après. Et attention, ça ne fait pas tout. Parfois, il faut un environnement spécifique pour compiler pour une plateforme spécifique. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous voulez compiler un framework Xcode parce que vous voulez mutualiser un code entre votre backend, votre code app Android et votre app iOS, il va falloir un MacBook. Alors, quand je parle des plateformes libres, là, c'est une capture d'écran d'IntelliJ. Somme toute classique, j'ai mon source set là-haut, et en fait, dans les external libraries, donc je suis bien dans IntelliJ, je vois toute l'API Apple comme si c'était une lib autre. Donc je retrouve CallKit, CarPlay, je retrouve AVKit, ARKit, etc. Ce qui fait que, en soi, c'est plutôt sympa, on n'a pas trop de glue à faire, on voit tout comme une lib standard qu'on appelle, quoi.
si on a le bon source set. Et le meilleur exemple qui illustre Kotlin native, c'est peut-être celui-là, que j'ai éhontément repris du dépôt de JetBrains sur GitHub. Parce qu'ils ont beaucoup de code samples. Ça, c'est un code Kotlin qui prend une URL et qui charge le contenu et qui met à jour la vue d'une app iOS. Ce code Kotlin-là, il manipule un objet de type string, donc un objet Kotlin, et il va mettre à jour une vue du framework Apple. Et là, le UI TextView, ce n'est pas un objet Kotlin, ce n'est pas un objet Android, c'est un objet du framework Apple. Parce qu'on va passer là-haut par les plateformes, enfin, du coup par UIKit, on fait import plateforme UIKit UI TextView, et je vais manipuler côté Kotlin un objet qui n'a rien à voir avec Kotlin, comme si c'était un objet qui l'était, quoi. Donc je vais pouvoir mettre à jour ce contenu, et on peut même pousser le bouchon encore plus loin. Ce code-là va appeler un CocoaPod, donc une dépendance iOS. Là, en l'occurrence, c'est la lib AF Networking. Ce code Kotlin-là va appeler cette dépendance, va manipuler les objets Apple classiques comme DNS Attributed String, DNS URL Session Data Task, et au travers de cette dépendance-là, va taper le web service qui est en URL, récupérer la réponse et mettre la vue. Là, vous avez un code Kotlin qui va demander à une dépendance de faire un truc, faire sa petite tambouille dans son coin et mettre à jour un composant de la cible. Voilà. Faut voir un petit peu l'intérêt. Mais typiquement, ça peut être dans un source set iOS. Vous pouvez faire la même chose dans un source set Android. Voilà. Alors là, vous préfixez actual côté iOS, actual côté Android. Puis dans votre logique métier, vous pouvez juste déclarer cette fonction-là, sans ce qu'il y a en dessous, lui dire que c'est une fonction qui est expected, et le compilateur va se rattraper comme il peut. Alors, les limitations de ça. Donc je vous ai dit, oui, il y a plein de plateformes, c'est génial, c'est super, on peut tout faire, ou pas. La littérature, déjà, Kotlin native, elle n'est pas ultra bien fournie. Il y a des trucs, mais il va falloir un petit peu se prendre par la main quand même, notamment pour voir les limitations. J'ai presque rien trouvé sur compiler pour du x86 ou de l'ARM. Je sais que c'est possible, on peut le faire. J'ai jamais vraiment testé ça. Pour la doc qu'on a avec WebAssembly JavaScript, c'est indiqué clairement que déjà les exceptions ne sont pas gérées du tout. Donc si vous trouvez que la gestion des exceptions pour iOS est pourrie, là c'est encore pire. Parce que là, en gros, il y a quelque chose qui part, vous n'êtes même pas capable de l'attraper. C'est également indiqué que, attention à la gestion de la mémoire, c'est pas spécialement très bien fait. Pas vraiment de garbage collector, pas vraiment de bonne gestion non plus. Et même pire que ça, pour WebAssembly, il n'y a même pas de débugage. Donc si vous voulez un truc en mode console ou un bon IDE qui fait du pas à pas ou un truc comme ça, non. Même Xcode, en état actuel des choses, galère à débugger un code Kotlin native. Parce que les breakpoints, il a du mal à les rattraper et à savoir où est-ce que vous êtes, quoi. Et ce qu'il faut savoir aussi, par exemple, c'est, là vous pouvez vous dire, ouais c'est super, j'ai un code Kotlin, on va le mettre partout. Vous avez tout intérêt à ne pas avoir d'API, enfin d'éléments de l'API standard Java qui traînent dans votre code Kotlin. Vous vous dites, on n'en a pas. Par exemple, le type java.util.date ou java.mat.bigdecimal ou java. Ce que vous voulez. Ça, c'est propre à Java, donc à la JVM, et ça ne passera jamais à la compilation. Le compilo va vous dire, t'es sympa, mais tu es en train de faire un truc natif sans VM, et pourquoi tu passes par des types issus de la VM, quoi. C'est pour ça qu'il faudrait passer du coup par les plateformes libres, comme POSIX pour les types date ou bigdecimal ou autre, quoi. Donc ça, c'est l'imitation à savoir. On peut faire des trucs, mais on ne va pas spécialement faire des miracles. Et donc du coup, pour conclure, Kotlin native, c'est sympa pour le data model ou la logique métier, si on fait attention à ce qu'on fait, des source sets un peu différents, on fait attention aux types, on passe par plateforme libre. Voilà. J'aime bien cracher parfois sur Android, parfois sur iOS, mais l'intégration avec iOS se fait vraiment bien, ça ne faut pas le mentir. Gradle fait presque tout le boulot, mais comme tous les gros projets Gradle, si vous voulez des exemples qui gèrent plusieurs source sets avec pas les mêmes binaires, ça fait quand même un fichier qui est assez mastack, quoi.
Et il y a des projets de Kotlin Extensions, donc de lib Kotlin réimplémentés en natif, donc totalement décorrélés de la VM Java, qui permettent d'apporter différentes API supplémentaires. Donc avec Kotlin Native, maintenant, on va pouvoir jouer avec des immutables, on va pouvoir jouer avec des coroutines, etc. Tout ça sans avoir à un moment ou un autre à passer par la VM Java. Donc finalement, est-ce que c'est un peu prêt pour la prod? Je vais vous laisser faire votre avis avec tout ce que j'ai dit déjà. Et si on regarde le GitHub du projet, il y a un fichier limit.md, ok, ça nous sa couleur, qui dit que déjà, si JetBrains supplie un petit peu de ne pas faire de benchmark sur Kotlin native, de ne pas faire de tests comparatifs, parce qu'ils savent très bien que le truc n'est pas stable du tout. Donc ils disent clairement la couleur, ne nous comparez pas, soyez sympa. Et si on va sur le site de Kotlin, vous avez ce message qui vous dit attention, tout ce qui est truc multiplateforme Kotlin native, c'est intrinsèquement lié quand même au langage. Donc tout ce qui est doc, tout ce qui est feature, tout ce qui est API, ça va évoluer. Donc ne prenez pas tout comme argent comptant, c'est pas à l'abri qu'on pète tout dans la version d'après. Mais il y a deux boîtes qui ont quand même travaillé un peu dessus. J'avais discuté avec une personne de JetBrains Berlin qui m'a dit qu'il y a IceRock et Recap. Je connais pas trop ces boîtes-là, mais Recap, je crois que c'est une boîte qui fait de la réalité mixte pour Android et iOS. Eux, ils ont fait un billet Medium qui explique, bon voilà, on a deux apps, on a un même data model, comment on s'y prend pour séparer les choses. Donc j'ai mis le lien en description. C'est un truc assez intéressant. Voilà, alors je vous remercie. Vous pouvez toujours me poser des questions. Et alors, ces diapos-là sont en ligne. De toute façon, si vous tapez mon nom, vous finirez bien par trouver dessus. Ou vous allez sur mon site web, pypersonne.info/diapo par exemple. Enfin, bref, cherchez, vous trouverez très facilement. C'est surtout en fait pour partager ça. C'est tout un ensemble de liens qui m'ont permis de creuser le sujet, de faire des expérimentations. On a tout, on a des extraits du site web de Kotlin, parce que c'est un site web pour tous les projets, toutes les plateformes et tout, c'est un peu le foutoir. J'ai référencé des dépôts GitHub, des articles, des presse sympas, notamment sur la chaîne de compilation, des petits trucs qui expliquent un peu l'LVM, etc. C'est des choses assez sympas pour commencer à se mettre dedans, quoi. Voilà, du coup, je vous remercie. Puis si vous avez des questions, ou si je vous ai pas trop assommé, n'hésitez pas, quoi.